Sur l'évacuation des rassemblements pro-Morsi en Égypte, l'armée voulait éviter le bain de sang. Eh bien, c'est raté. Au moins 150 morts selon le ministère de la Santé. Condamnation de l'ONU, Paris et Washington. Le prix Nobel de la paix, Mohamed El Baradei, a présenté sa démission. Est-ce que la défense de la démocratie justifie la violence? Est-ce que le procédé ne risque pas de renforcer les frères dans leur opposition au processus de transition? Le compromis n'a jamais semblé aussi impossible ce soir. Alors nos invités nous accompagnent dans notre réflexion ce soir. Avec nous sur ce plateau, tout d'abord, Mira Daridan. Bonsoir, vous êtes écrivain, chercheur, ancien membre au Conseil économique et social. Adel Rifat, vous êtes écrivain, politologue égyptien, co-auteur de Penser le Coran, c'est chez Grasset. Naoufel Brahimi El-Mili, vous êtes professeur à Sciences Po Paris, auteur de Le Printemps arabe, une manipulation, point d'interrogation. Et puis nous sommes en ligne depuis le Caire avec Tarek El-Morsi, porte-parole du parti de la liberté et de la justice. On va donc débuter ce débat dans un instant, mais avant cela, nous rejoignons Sonia Dridi au Caire. Sonia, les événements se précipitent depuis quelques heures. La situation est loin d'être calme ce soir. Oui, les rues de la capitale sont désertes puisque le couvre-feu vient d'entrer en vigueur à 19 h. Il se termine à 6 h le matin et vous le voyez peut-être derrière moi, il y a un pont et presque aucune voiture ne circule désormais. Alors, ce couvre-feu entre en vigueur au Caire, mais également dans une dizaine d'autres de provinces et il accompagne le retour de l'état d'urgence qui a été annoncé par le président un peu plus tôt. Alors, on pouvait s'attendre à ce type de mesures exceptionnelles puisque les autorités veulent reprendre vraiment le contrôle de la situation et d'ailleurs elles sont soutenues quand même par une grande partie de la population qui était vraiment fatiguée, lassée par ces campements dans la capitale et qui n'hésite pas à qualifier les frères musulmans de terroristes. Alors ces derniers s'indignent de la diabolisation de leur mouvement et aujourd'hui ils dénoncent un véritable massacre. Les deux campements sont à peu près maintenant sous contrôle des forces de l'ordre, mais j'ai parlé à des frères musulmans qui m'ont dit qu'ils allaient y retourner, que la confrontation n'était pas terminée. Beaucoup ont perdu des proches aujourd'hui. Il y a notamment la fille du dirigeant des frères musulmans, Mohamed El-Baltaghi, qui a été tuée. Et tout cela ne fait qu'augmenter la colère des pro-Morsi. Donc évidemment, la confrontation n'est pas terminée, mais les Égyptiens, pour une grande partie, eh bien, soutiennent quand même l'intervention des forces de l'ordre. Alors toutefois, une voix s'est élevée, une voix importante, celle du vice-président Mohamed El Baradei, qui a annoncé sa démission. Selon lui, les violences auraient pu être évitées et on s'attendait un petit peu à une démission prochaine puisqu'on sentait moins à l'aise dans ce gouvernement. Il a tenté de convaincre les autorités, notamment le ministre de l'Intérieur, des dangers d'une dispersion trop rapide et après les événements d'aujourd'hui, eh bien, il a donné sa démission affirmant qu'il ne voulait pas être associé à une décision qu'il n'approuvait pas. Donc certains activistes ont applaudi sa décision, mais beaucoup ne se prononcent pas. Il n'y a pas vraiment encore eu de condamnation de la part de groupes révolutionnaires après l'usage de la force par les policiers aujourd'hui. Et puis il faut dire que la situation a vraiment dégénéré dans tout le pays. Des églises ont été brûlées, notamment à Minya, à Sohag. Donc aujourd'hui vraiment le pays est vraiment, les violences sont vraiment dégénérées dans tout le pays et on peut s'attendre évidemment à ce que la nuit soit encore agitée ainsi que les prochains jours. Je vous remercie beaucoup Sonia. Effectivement, nous allons parler de tout cela dans cette prochaine heure. Alors, je voudrais qu'on reste au Caire tout d'abord avec Tarek El-Morsi. Tarek El-Morsi, vos rassemblements ont été dispersés aujourd'hui. Le bilan est extrêmement lourd. Est-ce que cela aurait pu être évité ? Est-ce que le plan est lourd? Vous ne connaissez pas le plan, malheureusement. Le plan, il y a 2600 morts ont été censés. Alors, pour l'instant, effectivement, il y a un débat des chiffres. Hein. On a des chiffres officiels et il y a vos chiffres à vous. Donc, pour l'instant, on n'y voit pas encore tellement clair. Attendez, on sait très bien quand même le même cinéma du ministre de la Santé. Il fait exactement la même chose chaque fois. La première, il y a 2 semaines, ils ont annoncé qu'il y avait 14 morts. On a terminé avec 120.
devant les gardes républicains. Ils ont annoncé au début 7 morts. On a terminé par 80. On sait très bien quand même les chiffres, donc multipliés par 20 ou plus. Donc, ça, en tous les cas, est-ce que cela aurait pu être évité aujourd'hui? Non, tout simplement, oui, elle peut éviter si les pays démocratiques, si les pays qui réclament les valeurs de l'humanité, les valeurs de la démocratie, avaient condamné fortement le coup d'État qu'on a eu en Égypte. Donc la France, comme l'Union européenne, elle passe un mois et demi, comme les Américains, en cherchant la définition de ce qui se passait en Égypte. Pourtant, tout le monde, quand même, c'est clairement, il y avait un président élu démocratiquement, était renvoyé par les militaires et a installé quelqu'un inconnu. Et on appelle ça quoi? Donc maintenant, est-ce que vous considérez les Égyptiens comme des pays qui ne méritent pas, qui ne sont pas assez quand même développés, ou ils sont quand même parce que en tous les cas, l'armée vous avez demandé de quitter vos lieux de rassemblement, vous avez décidé de rester, de vous mobiliser pacifiquement. Mirad Aridan, est-ce qu'il vous semble que l'évacuation par la force était nécessaire? Moi, je réponds à M. El Mossi en lui demandant si, en toute conscience, lui ne se sent pas un tout petit peu responsable des 2000 et quelques morts dont il parle. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a poussé, et des quelqu'un qui ont poussé ces gens à rester, malgré tous les préparatifs de l'armée et de la police à intervenir, malgré le fait qu'on sache très bien comment, lorsque la police et l'armée interviennent, il y a des morts. Nous l'avons vu à Tahrir, nous l'avons vu à Mohamed Mahmoud, nous l'avons vu à Tahadaya sous M. Morsi. Et il a tout à fait raison, le monsieur, de dire que le nombre de morts, on ne le sait pas. Parce que nous avons aussi l'habitude, à Tahadaya, les nombres de morts variaient selon si c'était le pouvoir qui le disait ou les manifestants qui le disaient. Donc là, il doit y avoir la même chose. De là à dire 2000, c'est peut-être exagéré. Ceci dit, le moindre mort est un mort de trop dans cette affaire. Et ils auraient pu, eux, les responsables des frères musulmans, arrêter le carnage. Arrêter le carnage, je l'ai dit, je l'ai répété sur ce même plateau avec ce même monsieur, en disant il faudrait que vous, responsables, disiez aux gens de rentrer chez eux et de reprendre les négociations sur un plan étatique et entre partis politiques et gouvernement. Mais non, il fallait absolument faire tuer des gens pour montrer à l'opinion mondiale qu'on a des morts. C'est pas comme ça qu'on débat. C'est effectivement ce que réclame ce soir Mohamed El Baradei, et c'est ce qu'il dénonce en démissionnant. La difficulté, c'est que les deux principales forces politiques, l'armée et les frères musulmans, n'ont aucune culture démocratique. C'est la première difficulté. Ensuite, bien sûr, c'est un coup d'État. On ne peut pas nommer ça autrement. Toujours est-il, là, on est rentré dans un carnage. Le compromis semble difficile. Mohamed El Baradei a démissionné, il se met peut-être en réserve de la République, il a d'autres projets de carrière, mais en tout état de cause. Là, ce que je constate d'une manière froide, c'est que l'état d'urgence est revenu pour 1 mois. On sait quand est-ce que l'état d'urgence commence, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Il y a trop de haine, il y a eu trop de morts. Les églises incendiées, les églises coptes incendiées, c'est inqualifiable. Et là, comment s'arrêter, puisque des deux côtés, les conditions sont inacceptables. Les frères musulmans posent comme préalable le retour de Morsi à la présidence. C'est inacceptable pour les militaires. Et il y a eu des tentatives d'intermédiation. Madame Ashton, McCain, ils ont essayé, ça a échoué. Oui, il y a une médiation, mais est-ce que la solution doit venir de l'extérieur? Ça, c'est une question aussi que l'on peut se poser. Il faudrait peut-être essayer une médiation arabe, laquelle? Comment? On n'en sait rien. Alors, je voudrais revenir en tous les cas sur ce massacre aujourd'hui, ces évacuations des rassemblements des pro-Morsi. L'armée menacée d'intervenir depuis 2 semaines. Est-ce que l'armée n'avait pas le moyen quand même de mettre en place une évacuation qui se serait déroulée de manière beaucoup plus pacifique? Ou est-ce que c'était perdu d'avance? Ouais, en tout cas, les tentatives de Baradei depuis 3 semaines, il aura tout fait pour essayer de convaincre les frères musulmans d'accepter la nouvelle situation. Ils n'ont pas voulu. Mais pourquoi? Parce que, évidemment, quand il y a des centaines de morts, c'est à pleurer. C'est toujours extraordinairement difficile d'accepter une situation pareille. Alors, c'est des morts, c'est le désordre, c'est la violence.
On ne peut pas se suffire de ces abstractions qui ne mènent à rien. Il y a des responsables. Il y a une situation qu'il faut essayer de comprendre. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi est-ce que les frères musulmans, malgré toutes ces tentatives, et malgré les Américains, et malgré Ashton, on a permis à des étrangers d'entrer dans les prisons pour voir ces gens-là, essayer de les convaincre? Ils n'ont pas voulu. Pourquoi est-ce qu'ils ont tenu à arriver à cette situation où l'armée et la police interviennent? Parce qu'on leur a pris le pouvoir. Il y a eu des élections avec un président qui a été élu par la population et on leur a pris le pouvoir. Justement. Il y a une légitimité de leur point de vue. C'est ça. De leur point de vue, et c'est ce qu'ils disent, et je veux bien croire qu'ils le croient, mais seulement, il y a un comparse dans l'affaire. Il y a 30 millions d'Égyptiens qui sont intervenus pour dire le contraire. Est-ce que ça existe, ça, ou pas? Moi, on parle de choses et d'autres comme si c'était une partie d'échecs. Il y a 30 millions d'Égyptiens. Vous imaginez ce que c'est, le tiers du peuple égyptien? Comment le rassembler? Comment l'amener? Parce que les frères musulmans ne sont pas amusés à regarder les gens passer et se préparer à faire cette manifestation. Ils avaient tous les pouvoirs. Ils ont tout essayé pour empêcher. Quand vous avez 30 millions de gens dans la rue, le tiers du peuple égyptien, ça compte. Ça compte, mais néanmoins, ils n'auraient rien pu faire tout seuls. S'ils ont pu agir, c'est grâce à l'armée. C'est l'armée. Il faut pactiser avec l'armée, donc si on veut prendre le pouvoir il faut pactiser avec Égypte, l'armée. L'armée n'a cessé de pactiser avec les frères musulmans depuis 2 ans et demi. Ça n'a pas gêné les frères musulmans. Oui. Exactement. C'est l'armée qui a poussé les frères musulmans dès le mois de mars 2011. Tranquillement, elle les a mis sur la scène. Donc ça signifie que c'est... Donc l'armée a changé de camp. Et pourquoi? Parce que le peuple est intervenu pour dire « nous ne voulons plus de cela ». Oui, mais aujourd'hui, du coup, c'est pas... Je termine, je ne vais pas occuper toute la... Je termine. Pourquoi est-ce que c'est si dur à accepter par les frères musulmans? Ce n'est pas la répression. Depuis 80 ans qu'ils sont là, ils ont connu des hauts et des bas. Ils ont été souvent réprimés. Et la police, ou Nasser, ou l'armée. Mais là, c'est différent. Ils ont eu le pouvoir et c'est le peuple qui les a chassés. Oui. Et ça, ils ne peuvent pas supporter. Il faut absolument faire semblant que c'est simplement... Oui, monsieur El Morsi, je vous en prie, réagissez. Je vous en prie. Continuer comme ça. Non, je ne vais pas continuer comme ça. Parce qu'il y a toi qui disent n'importe quoi devant l'eau. Je vous demande de monsieur Adel ça. Est-ce qu'il a pu vérifier qu'il y avait 30 millions dans les rues? On ne va pas jouer sur le moindre personne. Lui a vérifié les 2500 morts. Systématiquement. Non, donne-moi un seul appareil dans le monde entier qui peut vérifier le nombre de participants. Il y a des capacités de rue et donc il y a une manière de pouvoir compter les personnes présentes dans les rues. On sait exactement en gros ce que peut composer une place ou une rue. Donc c'est assez facile à évaluer. Non, attendez, moi j'ai évalué. Donc, tout le monde évalué. Donc, Google n'a pas évalué. Pourtant, quand même, tout le monde est évalué. En tous les cas, que répondez-vous quand on vous dit qu'il faudrait une discussion politique, qu'il faudrait peut-être passer par des discussions politiques plutôt que de rester campé sur vos positions et d'être dans un affrontement plutôt armé? Oui, mais attendez, laisse-moi quand même l'occasion parce que je dois répondre 3 personnes. En premier, donc, tous les délégants, tous les Européens qui sont rentrés et qui se sont tentés en Égypte, et le dernier, c'était le ministre de l'Extérieur hollandais. Il a déclaré clairement que les coups d'État ou l'armée égyptienne ne voulaient pas avoir le frère ni le Coran islamique au pouvoir. Il a dit ça, le monsieur. Donc, et vous croyez, lui, plutôt que le peuple égyptien? Vous donnez raison à des étrangers plutôt qu'à votre peuple. Donc, voilà. Je m'excuse parce que je ne vais pas continuer par cette manière. C'est la sortie facile, Yafan. Je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Je vous en prie. Ah, vous avez peut-être raccroché. Ah, on vous a perdu apparemment, mais je ne suis pas certaine que vous ayez raccroché. En tous les cas, on vous a perdu. Moi, je voudrais revenir sur une déclaration que j'ai lue de l'écrivain Al-Aswani. Qui a dit que si l'armée n'était pas intervenue, donc il voulait justifier cette destitution de Mohamed Morsi le 3 juillet dernier, si l'armée n'était pas intervenue, nous serions en guerre civile. Et elle est intervenue et on est dedans quand même. Non. La guerre civile, c'est ce qu'on a en Syrie, madame. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on a en Égypte. Même si et les estimations avant tout ça, les estimations de militaires sérieux, disait si l'armée est obligée d'intervenir, et ils l'ont dit publiquement, et les frères musulmans le savaient, si l'armée est obligée d'intervenir, on estime entre 3 000 et 5 000 morts. C'est des experts de l'armée qui leur ont dit ça. Ils l'ont écrit, ils l'ont publié. Ils l'ont publié. Les frères musulmans ne peuvent pas dire qu'ils ignoraient.
Ils ne sont peut-être pas, eux, des hommes de l'armée. Ils ne peuvent pas je vous savoir. pose alors cette question concernant l'armée. L'armée a eu 15 jours pour préparer l'évacuation. Comment se fait-il que ça se passe toujours dans la violence? Si c'était le peuple égyptien qui se battait entre lui et lui-même, partisans de Morsi et anti-Morsi, et en plus l'armée, ça n'aurait pas été 3 000 à 5 000 morts, comme l'estimaient les militaires. On n'a pas encore vu ces nombres, heureusement. Mais si c'était ça, c'était la guerre civile comme en Syrie. Et on voit les nombres en Syrie. Tarek El Morsi, si vous acceptiez de revenir dans les discussions avec les autorités de transition, est-ce que l'on n'aurait pas, est-ce qu'on n'éviterait pas de nouveaux débordements dramatiques? C'est cette manière-là, dans la politique, on ne peut pas quand même mettre d'hypothèses en disant si on avait fait ça, on pourrait faire ça. Ça, c'est pas la politique. Donc, on est en train... Non, mais il y a des voies beaucoup plus consensuelles, dont on sait qu'elles sont beaucoup plus consensuelles et qu'elles évitent des débordements mortels. Tout simplement. Alors, ces gens-là, donc, elles sont quand même le pouvoir, le droit de défendre leur légitimité, leur démocratie. Alors, un vraiment d'intérêt, un des résultats de la révolution du 25 janvier, qu'on a eu, tous les Égyptiens, le droit de manifester, le droit de faire les sittings. Alors, pourquoi cette fois-ci? Parce que c'est les camps donc anti-coup ou anti-coup d'État, on refuse de donner le droit ou donner quand même leur droit d'être manifestants. La question est simple. Tout le monde avait le droit quand même, et on a laissé tous les manifestants dans les rues de Caire sur un an, sous le règne de Dr Morsi. Personne n'a osé à rentrer dans un site. Mais vous ne les avez pas écoutés, ça ne vous a pas empêché de voter des modifications de la Constitution vous octroyant tous les pouvoirs. Naoufel Brahimi El-Mili. La Constitution, elle était votée par 64%. Vous n'avez pas le droit même de constater... Alors, c'est vrai, non, mais alors, tout à fait. Alors, je vais réagir là-dessus. Tout à fait, vous avez raison, effectivement. Il y a eu des référendums. Et alors, c'est vrai, cela pose la question. Ça pose la question de la légitimité de ces référendums. Allez-y, en ce qui concerne la validation. Allez-y. Oui, non, il y a la situation inédite. Depuis leur histoire, les frères musulmans égyptiens ont été persécutés, ils ont commis des attentats, ils ne sont pas des enfants de cœur non plus. La nouveauté, c'est que pour la première fois, ils ont la légitimité de leur côté. Ensuite, face à une armée organisée, ils se sont retranchés dans une logique de victimisation. Et là, le carnage a commencé. Des deux côtés, il y a eu des choses, on saura un jour peut-être. Et ils sont confortés parce que la machine à fabriquer les martyrs s'est enclenchée. Et à partir de là, on trouve l'une des forces des frères musulmans, c'est le discours victimaire. Et c'est ça l'impasse. Ensuite, qu'on parle des chiffres, qu'on parle des référendums, tout ça, ce n'est plus le sujet. Maintenant, pour la sortie, plus ça tarde, plus le compromis devient difficile. Et ce que je constate dans la durée, c'est que l'armée ne sait pas partager le pouvoir, comme toutes les armées essentiellement du monde arabe. Alors ça, on va y revenir dans la seconde partie du débat. On va se quitter là pour cette première partie. Je vous rappelle que nous parlons de la dispersion musclée des rassemblements des frères musulmans au Caire. Les militaires ont-ils tous les droits? Quelle direction le pays est-il en train de prendre? Il en sera question dans un instant. La 'Ndrangheta, la plus méconnue des mafias italiennes, est aussi considérée comme l'organisation criminelle la plus puissante du monde. Originaire de Calabre, la 'Ndrangheta a fait main basse sur le trafic international de cocaïne. Depuis ce village, les parrains passent des ordres pour acheter en Amérique du Sud des tonnes et des tonnes de cocaïne. Raquettes, marchés truqués de travaux publics, opérations immobilières. Comment la région la plus pauvre d'Italie a pu donner naissance à cette multinationale du crime? Reporter, jeudi à 18h45, heure de Paris, sur France 24.